C'est l'heure de retrouver l'histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard. Pour ce nouvel épisode, nous allons évoquer l'une des figures juives contemporaines les plus célèbres en France et dans le monde, symbole de l'acharnement antisémite de la fin du 19e siècle, mais dont le nom résonne encore aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'évoquer les injustices subies par la communauté juive. Il s'agit d'Alfred Dreyfus, attaché à la sinistre affaire qui éclate en 1894 et qui va diviser la France pendant des années. Nous allons d'abord évoquer aujourd'hui Alfred Dreyfus avant l'affaire. Et Christophe, c'est en Alsace, la région qui compte alors le plus de juifs en France, que le futur capitaine voit le jour en 1859. Et oui, c'est du côté de Mulhouse, plus précisément que nous sommes, cité industrielle, qui abrite alors la plus importante communauté juive du département du Haut-Rhin et qui d'ailleurs à cette même époque avait demandé à devenir le siège du consistoire et du grand rabbinat du département, un preuve qu'effectivement c'est une communauté importante. La famille de Dreyfus est installée en Alsace depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, le nom Dreyfus est un patronyme très répandu dans la région. Son grand-père était un modeste commerçant. Son père, Raphaël, marié à une couturière juive de Ribeauvillé. On est là dans la vallée de ce qu'on appelle la route des vins aujourd'hui. Janit Liman crée une petite filature de coton qui connaît un essor important, car n'oublions pas qu'on est au milieu du 19e siècle, qu'on est en pleine révolution industrielle, et donc les activités de filature font recette, et Raphaël s'impose ainsi dans l'élite commerçante de la ville, dominée alors, il faut le rappeler, par les protestants. Cela permet à la famille d'avoir un bon niveau de vie et de faire partie de la bonne bourgeoisie mulhousienne. Les Dreyfus quittent bientôt leur modeste appartement pour une demeure de 4 étages avec jardin. Alfred, c'est le plus jeune des 7 enfants de la famille. C'est un enfant timide, rêveur et curieux, et il dira plus tard, parce qu'il a laissé un de nombreux écrits, il faut dire que par rapport à ce qui va lui arriver plus tard en prison, il aura malheureusement le temps de raconter ses souvenirs. Mon enfance s'écoula doucement sous l'influence bienfaisante de ma mère et de mes sœurs, d'un père profondément dévoué à ses enfants, sous la touchante protection de frères plus âgés. L'enfance d'Alfred à Mulhouse est paisible. Il étudie à l'école professionnelle de la ville, mais tout bascule lors de la guerre de 1870. Et plus précisément, à l'issue de la défaite française, l'Alsace et la Lorraine sont aux mains des Allemands. Vainqueurs du conflit, Alfred Dreyfus a alors 11 ans. Et c'est un véritable traumatisme pour lui. Il écrira « Ma première impression triste dont le souvenir douloureux ne s'est jamais effacé de ma mémoire a été la guerre de 1870. J'étais encore presque un enfant, mais je me souviens avec émotion avoir vu défiler devant mes fenêtres les cuirassiers qui allaient succomber glorieusement au combat de Reichshoffen. Cette vision est restée constante dans mon esprit. Quand je revis une nuit troublante ou entendant passer sous la fenêtre de la maison qu'habitait mon père la musique allemande pour l'anniversaire de Sedan, j'en hurlais de rage, j'en mordis mes draps de douleur, je me jurais de me vouer au service de ma patrie. Et si certains juifs deviennent allemands et ont notamment pour obligation de s'enrôler dans l'armée allemande, et la plupart n'ont pas le choix car ils n'ont pas les moyens de partir, d'autres décident de quitter les départements d'Alsace et de Moselle car ils veulent rester français. C'est le cas des Dreyfus. Et il faut rappeler que ce n'est pas si simple d'émigrer à l'époque. Les Juifs avaient alors jusqu'au 1er octobre 1872, date butoir, pour se déclarer et pouvoir enfin faire leur valise. 15 000 Juifs d'Alsace et de Lorraine, soit 40% de ceux résidant dans ces régions, parviennent à émigrer. C'est le cas donc de la famille Dreyfus qui, après une germanisation forcée, décide de partir d'Alsace et donc de prendre la nationalité française. Les Dreyfus se font domicilier à Carpentras, dans le sud de la France, qui abrite une importante communauté juive et où vit l'un des membres de la famille. En 1873, le jeune Alfred, après quelques mois à Bâle, en Suisse, est envoyé avec son frère Mathieu à Paris. Et doué et studieux, Alfred poursuit des études brillantes. Il obtient le baccalauréat en 1876, même s'il racontera avoir détesté l'ambiance des internats, et puis prépare Polytechnique, qu'il préfère à Saint-Cyr, car malgré le prestige de cette école, Saint-Cyr est plutôt conservatrice et n'accepte pas trop les Juifs. Et puis Dreyfus fait le bon choix, puisqu'il est reçu au concours d'entrée à Polytechnique à 19 ans. Alors, il est 182e sur 236, vous me direz, ce n'est pas forcément brillant, mais il est quand même reçu du premier coup, et puis c'est quand même l'un des plus jeunes élèves de sa promotion. Et c'est vraiment le début d'un parcours exemplaire. Il sort 128e sur 286 de Polytechnique 2 ans plus tard. Il est sous-lieutenant. Il entre à l'école d'application d'artillerie de Fontainebleau. Il va y rester aussi 2 ans, le temps d'être formé, et il sort quand même 32e sur 95. Et je cite l'appréciation pour le moins élogieuse: constitution et santé bonne, légèrement myope, c'est vrai qu'il commence à porter des lunettes à l'époque, physique bien, pourra faire un bon officier. Il n'y a rien qui le signale d'une manière particulière. En octobre
octobre 1882, Dreyfus est nommé lieutenant au 31e régiment d'artillerie du Mans. Un peu plus d'1 an plus tard, il est affecté aux batteries à cheval de la 1re division de cavalerie de Paris. Ses supérieurs lui donnent toujours d'excellentes appréciations. Oui, en effet, d'excellentes appréciations, et notamment l'un d'eux qui écrit à cette époque. Effectivement, en 1885, par exemple, officier très actif, cavalier hardi, bon lieutenant de section. 1883, Dreyfus est un officier intelligent et rempli de bonne volonté. Janvier 1889, toujours excellent lieutenant de batterie, très bon instructeur, s'est bien montré aux manœuvres, a gagné un peu pour l'instruction, comme on dirait, n'en jetez plus. Et puis cela va bien sûr susciter des jalousies. Et là, c'est un point important, car un jeune officier juif qui gravit si vite que les échelons à l'époque, ça ne plaît pas à tout le monde. Dans une armée où l'antisémitisme règne, où les juifs sont très rares, surtout au poste d'officier, et c'est là qu'on peut penser que cette jalousie sera sans doute une des causes de l'affaire. Quelques années plus tard, car à ce moment-là, accusé Dreyfus d'espionnage, était aussi une vengeance parfaite pour les envieux qui le détestaient. Le 12 septembre 1889, il est promu capitaine au 21e régiment d'artillerie, détaché comme adjoint à l'école centrale de pyrotechnique militaire de Bourges. Et en avril 1890, il se marie avec Lucie Hadamard. Elle est plus jeune que lui de 10 ans. C'est la fille d'un négociant en diamants qu'il avait rencontré lors d'une réception, Dreyfus étant le camarade de promotion du petit cousin de Lucie. Et leur mariage religieux a été célébré à la grande synagogue de Paris par le grand rabbin de France, Zadok Khan. Le couple s'installe dans un appartement à proximité de l'école militaire, dans des conditions plutôt confortables, et ils auront 2 enfants, Pierre et Jeanne. Mais le devoir militaire ne tarde pas à appeler Dreyfus. À l'automne 1890, il est reçu à l'école de guerre et en sort 2 ans plus tard avec la mention très bien. Il est classé 9e sur 81. Oui, très bien. Stagiaire à l'état-major de l'armée au ministère de la guerre, Dreyfus obtient le grade de capitaine le 1er janvier 1893. Il n'a même pas 34 ans. Il est le seul juif nommé à l'état-major de l'armée. Et je cite l'historien Vincent Duclerc, dont on parle souvent sur cette antenne, et auteur il y a quelques années d'une excellente biographie sur Dreyfus, dont je me suis inspiré pour préparer ça, car il y a finalement assez peu d'ouvrages qui viennent sur les origines de Dreyfus avant l'affaire. Je le cite. Il avait enfin surmonté la blessure des années 1870. La guerre alors qu'il était enfant, l'occupation prussienne, le départ d'Alsace et de la bien-aimée maison de Mulhouse, l'exil à Paris dans des collèges qui ressemblaient à des prisons. Il renouait avec la vérité et la force de son enfance, mais cette fois c'était lui qui créait le monde pour Lucie, pour ses enfants, pour sa famille. Il y avait enfin des certitudes. Je continue de citer Vincent Duclerc. Les valeurs qu'il s'était données, l'amour de la France, la beauté de sa langue, le service de la nation, la vertu de la connaissance, le devoir de s'élever par l'étude et la pratique, l'espoir dans l'armée de demain, l'égalité des personnes dans une société pacifiée, l'éducation de la jeunesse par l'éveil et l'intelligence, elle devenait réalité. C'est vraiment très important car on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai qu'Alfred Dreyfus a grandi dans cette époque où il y avait cet amour de la France, où il y avait cette revanche à prendre contre l'Allemagne. Et lui se sentait profondément français. Ironie du sort, on en parlera par la suite. Finalement, cet amour de la France, on va finir par considérer qu'il est le moins français au moment de l'affaire d'espionnage. En tout cas, merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France. Et après avoir parlé des 34 premières années de la vie d'Alfred Dreyfus, nous parlerons, vous venez de l'évoquer, au prochain épisode de l'affaire qui éclate en 1894 et va entraîner notamment un déferlement d'antisémitisme bien au-delà du personnage d'Alfred Dreyfus et de l'armée française.